tous. Donc on va commencer cette conférence qui est assez originale aujourd'hui puisqu'il s'agit de parler de l'histoire de la couleur bleue, la couleur des vêtements de Sainte Marie. Et donc on a fait appel à le grand spécialiste en France sur le sujet, qui est un spécialiste de l'histoire des couleurs. Si vous allez sur son site, vous trouvez des conférences, des livres sur la couleur bleu, vert, noir, et même sur la couleur rousse. Donc c'est quelqu'un qui a plusieurs chemins, qui a plusieurs vies. Il a commencé en tant qu'œnologue. Il a été primé en tant que meilleur œnologue de France, à un jeune âge, à 19 ans. Et puis après, il a fait des études d'histoire de l'art, où il s'est spécialisé sur l'histoire des pigments de peinture. Et du coup, progressivement, il en est venu à faire des conférences auprès de musées, auprès de faire ce groupe. Et maintenant, il a même écrit des livres sur le sujet. Il en aura quelques-uns à vous vendre. Donc, je cite Daniel Bernard, et je lui laisse la parole dès maintenant. Merci. Je vous remercie beaucoup. Voilà, donc, je me présente, je suis un habitant de l'île de Ré. Je viens du département d'à côté, La Rochelle, je suis né à La Rochelle, je suis Rochelais. Voilà. J'ai fait mes premières études à Niort chez les frères Calbras, c'est-à-dire les frères des écoles chrétiennes, Saint-Jean-Baptiste de la Salle, Saint-Joseph. Voilà, et donc, comme vous l'avez dit, je me suis spécialisé dans la couleur, tout simplement parce qu'il y avait des volets verts. L'image de l'île de Ré, c'est des maisons blanches avec des volets verts. Et les volets verts, ça m'avait beaucoup troublé parce que les guides touristiques parlaient du verre qui était fait avec le reste de la peinture des bateaux. Or, les Rétais, mes ancêtres, n'étaient pas du tout marins, ils étaient des paysans, donc ils n'avaient pas de bateau. Et j'étais très troublé. Donc, vous allez voir, je vais vous en parler de ce verre de l'île de Ré qui m'a amené au bleu, en fait. Le bleu du pastel, et puis les bleus. J'ai remonté le temps, en fait. J'ai remonté le temps, et c'est ce qu'on va voir. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, pour moi, c'est un honneur et une grande émotion de prendre la parole ici, dans cette cathédrale de Luçon, où les pierres racontent l'histoire de tout un peuple. Je remercie les organisateurs et puis la commission culturelle de la cathédrale, monsieur le recteur. Ce soir, je vous invite donc à suivre cette piste d'une couleur que nous aimons, ce bleu, mais non, nous ignorons parfois la longue et mystérieuse aventure. Nous allons essayer d'explorer l'histoire de ce bleu marial qu'un pape a adopté il y a longtemps, quand les croyances, la politique et l'art se rejoignaient. Bien avant, dans Richelieu, donc ici, c'est quelque chose qui, bien sûr, nous parle. On va partir à l'origine, ça c'est le plus simple. À l'origine, les premiers hommes, avec l'art pariétal, nos lointains ancêtres ignoraient cette couleur bleue. C'est vrai que sur les parois, pour peindre, le premier homme utilisait le noir de fumée, le rouge de l'hématite de la terre, la craie, l'ocre des rochers, mais aussi le gris cendré des volcans, à peu près toutes les couleurs, peut-être même le vert qu'ils avaient autour d'eux, dans l'environnement, mais qui, bien sûr, n'est pas venu jusqu'à nous avec des milliers d'années, tout simplement parce que le vert ne tient pas. C'est quelque chose qui est tout à fait utile, et la couleur verte, c'est dans l'explication d'ailleurs de la couleur verte, c'est-à-dire quand on dit qu'un homme est vert, le vert galant, le 4, c'est tout simplement la couleur des tapis qui est vert, tout simplement parce que le vert est éphémère, comme le jeu, comme la jeunesse, et c'est pour ça que le vert, eh bien, il a cette connotation. Donc le vert, certainement, a été utilisé dans les parois, mais n'a pas de... Alors qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien,
Ils ne voyaient pas de bleu autour d'eux quand ils sortaient de la caverne, parce qu'ils auraient pu voir peut-être l'encolie, qui est la petite fleur bleue des romantiques allemands du XIXe siècle, qui va donner cette encolie, qui va donner la mélancolie. Et puis, ils auraient pu voir peut-être des papillons ou des perroquets, mais bien sûr, c'était dans des pays lointains, donc ils n'avaient pas ça sous la main. Alors bien sûr, pour le premier homme, quand il sort de ces cavernes, le bleu du ciel pour eux est un signe. Et quand je dis le premier homme, ce sont les premiers hommes des 5 plus grandes civilisations antiques. Toutes les civilisations antiques vont se tourner vers cette couleur évanescente, cette couleur tout à fait incroyable qu'ils ne peuvent saisir, qu'ils ne peuvent s'approprier. Et à ce moment-là, nous disent les ethnologues, la perplexité de ce premier homme est un premier pas vers la spiritualité de toutes les religions et bien sûr l'émergence de croyances. C'est ce qu'on va voir un petit peu. Cette couleur est paradoxale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer avec les autres couleurs. On a vu qu'elles étaient, les couleurs, elles servaient à donner une lecture d'une forme. C'était une sorte de langage, hein, au même titre que la musique, au même titre que le cri. Et donc c'est considéré comme, bien sûr, le langage quand on est chasseurs et que l'on dessine des orques dans les cavernes, eh bien, on explique bien des choses. Seule la couleur bleue n'appartient pas à ce phénomène des couleurs. C'est-à-dire que les premiers hommes avaient 2 sortes. Les couleurs étaient divisées en 2. Les premières, c'était les couleurs attachées à la terre, qu'on a vu, qui sortaient des volcans, etc. Et puis, il y avait une seule couleur, les 2 sortes de couleurs. La deuxième sorte de couleur, c'était le roux, attaché aux cheveux, roux, à la rousseur de la peau, et le noir attaché aux tresses. Voilà. Donc, il y avait des couleurs qui étaient attachées au corps, et des couleurs qui étaient attachées à la nature. En fait, c'était ça leur langage. Pour rester sur le bleu, donc ce bleu du ciel est un signe chez eux, et on va brosser rapidement un tableau de toutes ces grandes civilisations pour voir à quel point ce bleu évanescent est tout à fait particulier. Le bleu devient sacré dans toutes les grandes civilisations antiques. Par exemple, les Navarros qui sont, comme tout le monde le sait, les Indiens qui sont en Amérique, mais pour eux, la turquoise est un morceau du ciel tombé sur terre. Ils parlent une langue qui est proche des sino-tibétains et ils ont un rite étrange, un culte du lac sacré. Ce qui est très curieux, c'est que ces Navarros qui sont en Amérique ont le même langage sino-tibétain. Ce qui tendrait à prouver que les premiers hommes ont fait le tour par le Grand Nord, arrivant du Tibet et revenant jusqu'en Amérique. Il y a des liens étranges. Et donc, ils ont ce même goût, aussi bien au Tibet que les Navarros en Amérique, ils ont ce goût du bleu, ce bleu évanescent, ce bleu qui est tombé du ciel, et ils ont donc ce rite de la turquoise, ce bleu turquoise. Et ils partent, bien sûr, sont des Indiens, donc ils partent en file indienne, jusque dans les lacs de moyenne montagne, les lacs sacrés, qui sont à peu près 1000 mètres, 1200 mètres. Ils vont marcher, c'est le même rite au Tibet. Ils prennent des embarcations qu'ils vont emporter à dos sur les épaules, et ils vont prendre la direction du centre du lac, où ils vont jeter chacun une turquoise dans le lac. Une turquoise dans les lacs, là où il y a les Navarros. Voilà, donc c'est les ancêtres, c'était les Tinés, des INEH, qui vivaient 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire les civilisations antiques dont on parle, et qui étaient donc des ancêtres certainement venus d'Asie. Une autre civilisation, en Chine par exemple, on retrouve les fresques des tombeaux,
fresque est et Han, c'est une civilisation antique, c'est 2 siècles avant Jésus-Christ. C'est eux qui vont créer la route de la soie et qui prolongent pour cela la protection des caravanes en allongeant la muraille de Chine pour les isoler justement des tribus mongoles. Et donc il y a le pourpre de Han, voilà, qui était une pâte ferrée. Et donc ils utilisent, en Chine, ils vont utiliser le silice pour faire de la pâte, pour faire du verre, on prend du sable, c'est la silice, que l'on va chauffer. Et donc on va avoir le silice plus le barium. Les Chinois prennent le barium, c'est un composé notamment du gaz de schiste actuellement, ce qui est une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas le gaz de schiste en France, à cause du barium. Les Chinois sont habitués à manipuler le barium, et donc ils prenaient ça, c'est ce qui expliquait comment ils arrivaient à avoir une pâte verrée, vert bleu. C'est le pourpre de Han. Dans une autre civilisation, le bleu a un rôle important dans l'art sacré des Mayas, où le sacrifice humain est une obsession suprême. On voit que le corps des suppliciés est enduit de bleu et est offert au dieu Shahak, le dieu de la pluie. Vous voyez qu'il n'y a pas que nous qui avons des problèmes d'incendie, des problèmes de feu. Le dieu Shahak, c'est le dieu de la pluie, il prie pour pouvoir avoir la vie pour survivre. Et c'est très étonnant parce que les ethnologues nous disent que la civilisation maya, vraisemblablement, a disparu à cause de la sécheresse, à cause du manque d'eau. Ce qui explique pourquoi le dieu Shahak, voilà, c'est ici de la fête du bleu qui est représentée, la couleur de Shahak, la divinité de la pluie, appelée aussi la malédiction de l'eau. Vous voyez que le monde est petit et que ça nous concerne au premier chef. Ce bleu maya, lui, est un bleu de feu, un mélange d'argile blanche que l'on appelle la paligorskite. Les Mayas sont dans la péninsule du Yucatan et on peut prendre de la silice. Ce qui remplace la silice des Chinois, c'est l'argile blanche qui s'appelle la paligorskite. Ça s'écrit comme ça se prononce, pour ceux qui notent. Paligorskite. C'est une argile blanche tout à fait. Alors on a ça en Provence. On a la terre, on a des argiles blanches à peu près semblables. Donc c'est une argile blanche que l'on a la paligorskite, que l'on va mélanger qu'il mélange avec des feuilles d'un arbre local qui est l'indigotier. Donc c'est avec de l'indigo. L'indigotier américain, c'est l'Indigofera, pour ceux qui veulent noter, l'Indigofera sufredicosa. L'Indigofera sufredicosa, c'est un arbre de 1,50 m de haut et dont la charge territoriale se trouve dans la feuille. Voilà. On a mis quand même 2000 ans avant de le trouver. J'ai travaillé avec, vous me voyez ici, avec mon ami Michel Garcia, qui est le spécialiste du bleu maya. Vous voyez que, là, vous le voyez ici, en train de travailler avec, il arrivait avec les Américains, il a fait des rapprochements là-bas, il est spécialiste de la peinture naturelle et des plantes tentoriales. C'est un puits de science, c'est quelqu'un de tout à fait formidable. Et donc, j'ai pu travailler avec lui sur ce bleu maya. Donc, le bleu maya, c'est au départ un bleu qui donc va, par exemple là, ce que je ne vous ai pas expliqué, mais là ici il est en train de faire du bleu. Moi il m'a demandé de poursuivre la température, c'est-à-dire au-delà des 320 degrés, parce que le bleu maya s'obtient donc avec ce mélange de paligorskite et de feuilles, et on va monter cette argile, on monte en température jusqu'à 320 degrés. Alors ils ont un thermomètre bien sûr, mais cette température, c'est ce qu'on appelle la température de sublimation de l'indigo. Hein. L'Indigofera sufredicosa se sublime à 320 degrés. Ça veut dire qu'à partir de là, jusque-là, il est bleu, et si on va au-delà, c'est violet. Voilà ce que faisaient les Mayas pour justement reproduire ce bleu à 320. On a mis 2000 ans avant de trouver ce
des armées ennemies qui étaient prisonniers et que l'on sacrifiait. Une autre civilisation des Perses, c'est donc les ancêtres d'Omar Khayyam en Iran. Ces Perses, justement, qui croient que la terre est posée sur un immense saphir bleu et que le ciel n'en est que le reflet. L'Antiquité nous montre que des pigments contenant du cobalt étaient utilisés comme émail pour justement faire cette pâte de cobalt bleu verré, c'est-à-dire du silice et du cobalt. Donc là encore, on a du silice, c'est-à-dire on a du sable que l'on va chauffer et que l'on va donc mélanger justement avec du cobalt et puis des petites choses annexes, hein, qui peut être des feuilles végétales et aussi de la cendre végétale, très important, mais c'est marginal. Ce qui compte, c'est de savoir que la silice et le cobalt, c'est le principal, c'est ce qui va faire le point de départ avec le smalt, pour les vitraux en Europe, les vitraux en Allemagne, en France, c'est-à-dire le bleu de Chartres. C'est au point de départ de ça. Ainsi, ce bleu de Perse va être utilisé, vous voyez ce bleu turquoise qui est au-dessus du dôme de Saint-Marcande, ces bleus-là. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans la religion musulmane, on ne doit pas représenter des personnages, donc on va simuler des mains jointes dans ce dôme qui est tourné vers le ciel, et c'est la partie la plus proche du ciel qui va donc être intéressante et qui va être marquée par ce bleu. Ce bleu évanescent, donc, est important dans toutes ces civilisations. Bien sûr, les Égyptiens qui vont être à la base aussi de tout, très proche de nous, ce bleu devient la couleur de l'air, du ciel. Donc c'est le dieu Amon. Toutankhamon qui va prendre la puissance de ce dieu Amon. Au départ, il s'appelait Toutankhaton, c'était Aton, le dieu Aton, et donc Toutankhaton va devenir, il a changé son nom en Toutankhamon, à l'honneur du dieu Amon, le dieu de la couleur bleue du ciel, bien sûr, et de la mer. Et les alchimistes vont utiliser ce bleu du lapis lazuli dans l'art sacré funéraire pour agrémenter, pour emmener les statuettes des divinités et les décors des temples, que l'on peut voir encore aujourd'hui. Le problème, c'est que le bleu du lapis lazuli, cette pierre semi-précieuse avec des reflets d'or à l'intérieur, est exclusivement produite dans les petites mines artisanales de l'Afghanistan. Aujourd'hui, il y en a 23 par le monde, mais à l'époque, c'était dans ce monde connu uniquement de l'Afghanistan. Donc c'était les caravanes de la soie qui arrivaient jusqu'à Constantinople pour pouvoir l'amener. Mais les Égyptiens donc partaient à travers l'Iran, montaient sur la Turquie, l'Iran pour aller jusqu'en Afghanistan. Seulement en 1300 et des poussières avant Jésus-Christ, Ramsès II fait la guerre aux Hittites. C'est la fameuse bataille de Kadesh. À cette bataille de Kadesh, eh bien, vous voyez, c'est l'Égypte. Vous voyez le Liban, Byblos, et ici Kadesh. C'est les Hittites, c'est l'Empire turc qui est là. Et quand vous voyez que ici il faut aller en Afghanistan, vous voyez que c'est la route de la soie, la route du lapis lazuli qui va être rompue. Ça n'arrange pas du tout les affaires des alchimistes. Les prêtres égyptiens, car ils doivent embaumer les corps et surtout faire des masques mortuaires,
et les orner absolument avec du lapis lazuli bleu, parce que c'est la couleur qui intercède avec le ciel. Et donc, ce lapis lazuli venant à manquer, eh bien, les Égyptiens vont créer artificiellement, au 3e millénaire avant Jésus-Christ, 3e millénaire avant Jésus-Christ, on est quand même très haut. On l'appelle aujourd'hui le bleu égyptien. Alors comment ils faisaient? Ils prenaient des petits fours en pierre, ils allumaient dedans des braises, et puis ils chauffaient là encore de la silice. Ils avaient le sable qu'ils avaient à profusion dans le Sinaï, et ils vont prendre du cuivre. Les Perses, c'est le cobalt. Les Chinois, c'est le barium. Voilà. Les Mayas, c'est les feuilles. Donc, pour faire le bleu maya. Et puis, ici, les Égyptiens, ils prennent à ce moment-là le cuivre pour le cuire avec justement la silice, auquel ils ajoutent encore des cendres de végétales pour pouvoir, ça fait le potasse. C'est ça qui est intéressant. C'est une réaction chimique. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a une espèce de magma. Comme un mâche-fer, et on va le tailler, le brosser, et quand on arrive à 1000 degrés, alors bien sûr la porcelaine c'est 1200, 1300 degrés, mais à l'époque ils allaient jusqu'à 1000 degrés. Vous allez dire, mais là encore, comment savaient-ils qu'ils étaient à 1000 degrés? Tout simplement avec la couleur. La couleur, on a dit tout à l'heure que c'était le langage. Et bien là, c'est quelque chose de tout à fait physique, puisque suivant la couleur, qui est jaune, vert, rouge, blanche, on est à 1000 degrés. Et quand on est à 1000 degrés, eh bien, on a une fusion entre cette silice, on a du verre qui commence à partir de 1000 degrés, qui commence à faire une réaction chimique avec l'eau. Et on a ce bleu artificiellement, c'est le premier bleu artificiel de l'Antiquité que les Égyptiens vont mettre au point. On va l'appeler le bleu égyptien quand les Romains vont envahir l'Égypte. Ils vont bien sûr voler la recette et ils vont prendre à leur compte ce bleu pour orner des temples romains. Ils vont l'appeler le céruléum. Alors beaucoup d'entre vous vous faites de la peinture, et bien sûr les marchands vous vendent du céruléum. Mais c'est simplement parce qu'ils ont pris le nom qui était beau et ils l'ont accolé à une couleur qui est une couleur bleue. Mais ça n'a rien à voir historiquement. Historiquement, c'est pas une couleur, c'est une couleur, mais c'est une appellation d'une couleur. C'est les Romains qui vont l'appeler céruléum, et ils vont justement dans un port tout près de Naples. Ils vont faire une ville dédiée justement au bleu, parce que les Romains n'ont pas de marine marchande. Ils ont des marins, ils ont des bateaux de guerre. Les Égyptiens ont quelques bateaux sur la mer Rouge, mais ces deux peuples sont très superstitieux et ils ne prennent pas donc on va faire le commerce. Ce sont les Perses. C'est pour ça qu'on va avoir accès au cobalt. Parce qu'ils vont le faire justement au Portugal, ils vont faire les fameux bleus du Portugal, les azulejos, les azuleros d'Espagne. Et puis ils vont nous donner la recette aux Vénitiens, à Murano, et puis aussi pour nous, pour la Renaissance et au Moyen-Âge pour les grandes églises, pour les grandes cathédrales, pour les maîtres priés, pour faire des vitraux avec ce bleu incomparable que l'on va voir tout à l'heure. Donc les Romains sont superstitieux, c'est une forme de croyance, là encore, et le bleu de la couleur des yeux des Celtes, des Gaulois et des Germains, qui ont les yeux bleus, effraie complètement les Romains, au point que cette couleur-là, vraiment, les obsède. D'ailleurs, leurs ennemis, les Germains, s'enduisaient le corps de guêpes, une espèce de, on va le voir tout à l'heure, c'est l'Isatis lectoria, qui est une sorte
de plantes, la charge matérielle de la feuille, et ils s'enduisaient le corps de bleu et ils effrayaient les Romains. À tel point qu'avoir les yeux bleus pour une Romaine était le signe de mauvaise vie. Ici, une fresque. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Pompéi, que l'on peut voir, puisque c'est une fresque très, très connue. Donc on voit qu'à Rome, le bleu est dévalorisé, c'est la couleur des barbares, on vient de le dire, parce que c'est le pourpre et l'or, le rouge, qui donc va dominer. Pourtant, le bleu va acquérir ses dettes de noblesse à la fin de l'Empire romain. Il va acquérir des lettres de noblesse tout en étant un peu à part. Il n'aura pas le retentir de ce pourpre et de l'or. On le voit d'ailleurs dans les films, dans les peplums, vous voyez, c'est la barbelle rouge. Et alors, le vocabulaire était pauvre et imprécis pour désigner le bleu, même dans la Bible. Il n'y a pas de mots pour justement donner cette couleur. Et donc ce bleu, on dit qu'il est silencieux. Ce bleu de l'Antiquité, qui existait pourtant, eh bien ce bleu curieusement est silencieux et il n'est pas intégré à un système de valeurs, on le voit, pour les Romains comme pour les Grecs. Certains même se demandent si les Grecs voyaient réellement le bleu tant ils semblaient l'ignorer. Dans les cartes, nous disent les anthropologues, ils représentaient justement la mer noire, d'une autre couleur que le bleu. Le bleu était réservé, c'est une couleur évanescente, et ce bleu est réservé au ciel et aux puissances célestes. Là encore, on a en Inde le bleu sacré de l'Inde qui symbolise le courage et la vérité, ce bleu. Cette Inde qui est à la jonction des mondes chinois et méditerranéens, c'est-à-dire les deux entités, les deux civilisations, chinoises et romaines. Donc ce sous-continent indien joue un rôle stratégique au dernier millénaire. Et donc c'est lui qui va donc faire connaître l'indigo des Indes. L'indigo des Indes, on l'appelle anil. Anil qui veut dire bleu en langue. Donc c'est dans ces langues anciennes. L'anil est aussi, l'indigo des Indes, à sa charge tinctoriale dans la feuille de l'indigotier, l'Indigofera tinctoria, cousin donc de l'américain Indigofera subindigosa. Cet Indigofera tinctoria, l'indigo des Indes, a sa charge tinctoriale dans la feuille, et c'est les plus beaux spécimens que l'on puisse trouver sont à Agra. Agra, au nord de l'Inde, c'est là où il y a le Taj Mahal. C'est à cet endroit qu'il y a le Taj Mahal. Et donc, on a donc ce bleu dans la langue indo-européenne, ça veut dire bleu, anil, et il est transporté en caravane de la soie, avec les caravanes de la soie, jusqu'à Constantinople. Donc on va voir que plus tard, le bleu, plus tard, c'est la langue romane qui va forger le vocabulaire des couleurs. Ainsi, le mot bleu, au XVIIIe siècle, pas avant, le XVIIIe siècle, le mot bleu va être issu du germain blau et de l'arabe azrak. Azrak veut dire assur. Et tout ça, c'est contemporain, c'est XVIIIe siècle. En attendant, au Moyen-Âge, le bleu est considéré comme un dérivé du noir. Je vous disais tout à l'heure, comme la mer est noire, hein, c'est le ciel qui est bleu, si bien que les Anglais utilisent le mot blues qui désigne le fait de broyer du noir. Voilà. Vous voyez, tout se raccorde, c'est ça. Moi, je suis plutôt historien des mentalités, et ce qui me plaît beaucoup, c'est d'expliquer un petit peu comment les hommes, à travers toutes ces civilisations, à travers toutes les traces qu'ils nous ont laissées, eh bien, on peut arriver à nouer le cadenas, à tisser justement la compréhension, notre compréhension de tout ce qu'ils ont fait. Et c'est tout à fait incroyable parce qu'on peut passer, nous, on a cet avantage de passer allègrement à travers les siècles.
simplement par la pensée, par la parole. Donc on voit que les caravanes du bleu croisent l'histoire des hommes. À partir de, donc on est dans la civilisation des Han, imaginez 2 siècles avant Jésus-Christ, cette civilisation qui prolonge la muraille de Chine pour empêcher les Mongols de passer et pour protéger les caravanes de la soie. Ces caravanes de la soie qui vont relier donc Constantinople, notamment l'Empire romain. Et cet Empire romain, les Romains qui vont appeler les premiers peuples donc, chinois, ils les appellent les Sers. Les Sers, S-E-R-E-S, pourquoi? Parce que c'est le pays de la Syrie, de la Syrique. C'est le pays de la soie. C'est le pays de la soie. Donc vous voyez, quand ils partent de Chine, il y a 4 routes pour aller justement jusqu'à Constantinople. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la 4e route, celle au sud, la plus au sud, qui passe au sud de l'Himalaya, parce qu'au nord, il ne fait pas chaud. Donc ils passent par ici et ils vont rejoindre le Gange. Ils remontent le Gange jusqu'à Patna. Ce Gange qui va aller qui va se jeter plus au sud. Donc ils remontent par Patna, ils remontent le Gange et le Gange jusqu'à Bénarès, jusqu'à Varanasi, et ils attendent. Ils vont remonter, mais ils attendent. À Varanasi, à Bénarès, ils ont ce qu'on a les anciens hôtels, des carrés, ce sont des caravansérails. On parlait des caravansérails, c'est-à-dire une petite porte où il y a les chameaux, le bétail qui rentre, et puis les hommes, il y a des alcôves, il fait chaud, il fait beau au sud de l'Himalaya. Et ils vont dormir sous les arcades, et puis les animaux sont au milieu, on ferme juste le portail. Ce sont les caravansérails, là, ils font des échanges. Parce que les caravanes de la soie, ce ne sont pas ceux qui partent de Chine, qui arrivent à Constantinople. Ils font à peu près 200 km, et donc ils font des échanges. C'est ça qui est tout à fait incroyable, et l'Inde est bien placée pour ça. Et qu'est-ce qu'ils attendent là, sur Varanasi? Ils attendent un truc, c'est là où est Agra. Agra est là. Et donc, ils attendent les feuilles. Alors il y a un problème, parce que je le disais tout à l'heure, la charge vectorielle est dans la feuille, mais si on fait la particularité du bleu maya, c'était de cuire à 320 degrés pour atteindre la sublimation de l'indigo. Là, on a un indigo qui peut se traiter à froid, c'est-à-dire on prend les feuilles, on fait comme vous avez en Asie aujourd'hui, en Inde, on a un précipité à froid. Et donc on laisse macérer, on enlève l'eau, on enlève les feuilles, on a ce bleu que l'on fait sécher et qui fait du carrelage. Le problème, c'est qu'on a des ânes et on a des dromadaires, on a des chameaux, pardon, on a des chameaux et des ânes. Mais si vous mettez du carrelage sur le dos du chameau, il n'ira pas loin. Donc ils vont inventer quelque chose. Les spécialistes ont mis beaucoup de temps avant de comprendre la raison. C'est qu'ils vont faire sécher ces feuilles, qui ne pèsent plus, et ça va faire comme du thé. Ils mettent ça dans cette poêle de jute, la descendent à Bénarès et ils le prennent. Mais quand c'est dans les caravansérails, ils prennent facilement, on peut imaginer qu'ils prennent ces sacs de jute dans lesquels il y a un bien précieux qui sont les plus belles feuilles séchées de l'indigo qui est recherché et très cher. C'est un bleu qui est sublime. Et bien entendu, il est complètement pulvérisé. Ces feuilles, ça ne ressemble pas à grand-chose. Et quand ils vont arriver sur Byzance, sur Constantinople, tel un parfum venu d'Orient, l'indigo des Indes est le premier bleu, le premier pigment bleu qui peut servir à teindre. La particularité, c'est que ce bleu dont je vous parle, c'est un bleu pour teindre. Parce que la différence qu'il y a entre un bleu pour teindre et un bleu pour peindre, c'est qu'il faut que le bleu pour teindre soit compatible avec le support, avec le tissu. Avec des cailloux, vous ne pouvez pas teindre un tissu. Vous ne pouvez pas teindre avec de la lapis lazuli un tissu. Donc il faut un bleu végétal. C'est ça. C'est pour ça que c'est de l'or. C'est ça l'or bleu. C'est ça la route de l'or bleu.
Et donc, les Vénitiens sont venus, sont des marchands, ce sont des marins, mais ce ne sont pas des artistes, ce ne sont pas des peintres, ce ne sont pas des intellectuels. Ils ne comprennent pas, ils sont venus là sur ordre des bijoutiers qui les payent à prix d'or sur le Rialto à Venise. Eh bien, il y a les bijoutiers, vous savez, tout le pont de Rialto, il y a plein de bijoutiers. Ces bijoutiers leur demandent justement d'aller chercher du lapis-lazuli, des caravanes de la soie, des lapis-lazuli d'Afghanistan, c'est ça qui les intéresse. Et donc, ils vont arriver chercher cette pierre précieuse. Et quand les caravaniers du haut de la soie leur proposent cette poussière de feuilles d'indigo pour faire du bleu, les Vénitiens sont des marins, sont des marchands, ils refusent, ils hésitent d'abord, ils refusent d'acheter l'indigo. C'est ça la tentation de Venise. On parle souvent de la tentation de Venise. Alain Juppé a écrit un livre, La tentation de Venise. C'était sa tentation lui, mais ça n'a rien à voir. Historiquement, la tentation de Venise, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est tenté à Constantinople de faire venir pour les défendre des Vénitiens. C'est ça la tentation de Venise. C'est la vraie tentation de Venise. Et donc en même temps, c'est la tentation de Venise, ils hésitent d'acheter de l'indigo, ils l'achètent pas. Mais il n'y a pas de bleu pour teindre le tissu en Europe. Et c'est ça l'histoire de cette couleur étrange. Donc, au XVe siècle, on va découvrir le pastel toulousain, seul pigment rare et cher pour teindre un tissu en bleu. C'est bien sûr toute cette histoire que je vous propose de raconter. On est à Constantinople. Les Égyptiens vont se faire un plaisir de prendre ce bleu dont ils espèrent, parce qu'ils en ont besoin pour les alchimistes, pour remplacer le lapis-lazuli et tout ça. Mais comme ce bleu ne va pas en Europe, il va aller un peu plus loin, il va aller en Grèce. Alors en Égypte, la Nil, on dit qu'il aurait donné son nom au Nil bleu. Je pense que c'est de la génération, c'est une légende, mais allez, c'est une légende. Le Nil bleu, il est quand même bleu. Par contre, ce qui n'est pas une légende, c'est qu'en Grèce, quand cet anil, cet indigo des Indes, arrive là-bas, et puis on va l'appeler indicon. En grec ancien, indicon veut dire provient des Indes. La traduction de indicon, c'est provient des Indes. Et indicon va donner indigo. Voilà comment l'histoire se fait. Et puis, les Touaregs, vous savez, les Égyptiens, ils cultivent leurs terres noires le long du Nil, et ils ne pensent pas trop à faire la guerre, ils font les pyramides et tout. Et donc pour aller à Kadesh, ce sont beaucoup les Touaregs qui sont originaires de Libye. Aujourd'hui, on en trouve ailleurs, au Niger et tout. Mais à l'origine, les spécialistes pensent qu'ils étaient surtout concentrés sur la Libye. Et avec les petits chevaux arabes et tout, ils faisaient bien sûr les beaux jours des guerriers, les grandes batailles, des batailles des Égyptiens. Et bien entendu, ils sont au contact de la Nil, ce qui pourrait expliquer pourquoi la Nil va teindre justement leur chèche qui fait 8 mètres de long. Eh bien, il va teindre en bleu, c'est pour ça que vraisemblablement les Touaregs, dans la nuit des temps, eh bien, avaient des chèches bleues. Fatalement, ça ne pouvait être que de la Nil, il n'y en avait pas d'autre. Ça provenait justement des Indes. Alors en Occident, on est un petit peu désœuvré parce qu'on voudrait bien, on a le lapis-lazuli, on a alors les moines dans les abbayes vont faire des enluminures. Mais ils ont dit attention, il n'est pas question de prendre le bleu artificiel, le bleu égyptien, fait avec de la silice et du cuivre. Aussi beau soit-il, il n'est pas question de faire des enluminures avec ce bleu-là. Il faut du lapis-lazuli impérativement.
Alors d'où vient cette crainte? Pourquoi cette angoisse? Eh bien, ça vient des préceptes, des fameux préceptes de Tertullien. Tertullien, rapidement, c'est un prédicateur qui est à Tunis, un petit peu avant Saint-Augustin. On est au IIIe siècle à peu près de notre ère. Il a fait de la bamboula jusqu'à l'âge de 30 ans, et puis il s'achète une conduite. Il entend parler justement des chrétiens qui sont à Rome, et il pense, il se convertit, et il va devenir un adepte justement des premiers chrétiens. Il va devenir un premier chrétien, mais à un moment donné, il dit « je vais mettre ma pierre à l'édifice ». Et il va écrire des bouquins, je les ai, et il y a 2 tomes, des préceptes de Tertullien. Je n'ai pas pu aller au bout, parce que je vous dis c'est quelque chose de très sectaire, parce que Tertullien donc, va prendre en haine les femmes donc, romaines et égyptiennes. La tresse, par exemple, qui est le serpent, donc pas du tout. Il ne faut pas que les femmes se détressent. On ne doit pas se maquiller. Il dit, si Dieu voulait que les femmes se maquillent, il les aurait fait naître maquillées. Voilà. Donc c'était quelque chose de tout à fait terrible. Mais l'époque est lointaine. Il avait en dehors, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas de télévision, donc il est mort un petit peu dans l'oubli. Il y avait les préceptes de Tertullien qui vont être repris par les fous de Dieu du Moyen-Âge. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va reprendre ces préceptes de Tertullien, et justement, on va prendre le raccourci, première phrase, on ne change pas ce que Dieu a créé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une phrase simple. Qu'est-ce que ça a à voir avec les préceptes de Tertullien? Ils ne vont pas reprendre le coup de tresse, le coup du maquillage, non. Ils vont laisser un petit peu passer ça. Mais par contre, ils vont instituer dans toutes les villes d'Occident, d'Europe, Angleterre, Allemagne, France, Italie, Espagne, il y a partout des teinturiers, et ces teinturiers dans les villes ne doivent pas se mélanger, ils ne mélangent pas les couleurs. On ne doit pas mélanger, par exemple, pour faire du vert, on ne doit pas mélanger du bleu et du jaune. Les teinturiers du bleu sont d'un côté de la ville, dans toutes les villes, et de l'autre côté de la ville, on doit, sous peine de mort. C'est ça l'application des fous de Dieu du Moyen-Âge, et à ce moment-là, c'était pris. Alors, je me suis un peu penché sur cette question, je me dis, est-ce que c'est une faute? Mais c'était plus qu'une interdiction. Pourquoi c'était accepté par le peuple? Tout simplement parce que c'était devenu un tabou. Le tabou, l'interdiction, c'est quand on dit à un enfant, ne mets pas ton doigt dans la confiture. Dès qu'on a le dos tourné, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va remettre le doigt dans la confiture. Et on a tous des souvenirs personnels de ça. C'est pas ça, le tabou, c'est autre chose. Je ne vous fais pas de dessin. La télévision, tous les jours, vous raconte des trucs horribles qui se passent. Et le tabou, c'est ça. C'est qu'on n'ose même pas en parler. C'est quelque chose qui nous est insupportable. Eh bien, le mélange des couleurs, j'en ai parlé avec des ethnologues, des spécialistes du Moyen-Âge, Michel Pastoureau, par exemple, il dit c'est un tabou, c'est-à-dire que ça ne nous vient même pas à l'idée de penser qu'on peut passer au-delà de ça. On ne mélange pas les couleurs, point final. Alors qu'est-ce qu'ils font, les Titien, Véronèse et tout? Ils font des strates, c'est-à-dire qu'ils vont peindre, ils vont laisser sécher, ils vont repeindre un peu plus par-dessus, et ils le mélangent jamais. Mais ça se fait pas. C'est un tabou. C'est un père qui se marie avec sa fille, c'est pas possible, c'est un tabou. C'est de cet ordre-là. Cet ordre-là, c'est une croyance, et c'est de cet ordre-là. Voilà, donc l'Occident, c'est le précepte de Tertullien, et puis on a
toujours ce bleu de Giotto. Bien sûr, on n'en a pas pour teindre du bleu, mais on a pour faire justement des décors. Dans les chapelles ici, vous avez Scroveni, qui était une grande famille, bien sûr, de Padoue, qui va demander au peintre Giotto. Donc on est en 1300. On est en 1300 et il va faire cette magnifique, le ciel de Giotto qui est devenu tout à fait incroyable. Qui va devenir, on va en parler tout à l'heure, avec Yves Klein et puis Julia Kristeva qui va être subjuguée par ce bleu de Giotto. Donc on arrive à la période des croisades. En Europe, il n'y a pas de bleu pour teindre les tissus. Jusqu'au jour où il y a une bataille qui change ce que j'appelle qui change la couleur du monde. Est-ce que c'est possible qu'une couleur qu'une bataille change la couleur du monde? Eh bien oui, c'est la bataille de Mansoura. Au mois de février 1250, Saint-Louis a été armé par le pape, financé par le pape Innocent IV. Il part pour la 7e croisade, qui en fait va être la dernière, parce que la 8e va être avortée, Saint-Louis va mourir à Tunis. Donc c'est la grande bataille, c'est la grande finale. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Saint-Louis est à la tête justement des croisés, il se fait déborder sur le Nil, puisqu'il est en Égypte. À ce moment-là, il va se faire déborder par Touranchah, qui est l'arrière-petit-neveu du grand Saladin, et il va à ce moment-là être fait prisonnier par les Mamelouks. Il est subjugué, il se dit, mais d'accord, je suis prisonnier, vous n'allez pas m'exécuter. Alors là, les traducteurs lui disent, non, faites-nous parvenir une rançon. Ils vont payer la rançon, et en attendant que la rançon arrive, ça fait quand même quelques semaines, tout d'un coup, il se dit, il arrive à parler et dire, mais c'est très étonnant, vous avez un étendard vert, vous avez des uniformes, alors que nous, on est un petit peu avec des haillons, et on dit non, c'est le vert, c'est la couleur des tribus fatimides. Les tribus fatimides qui, dans le temps, étaient les premières tribus à travers le désert et qui cherchaient des points d'eau. Et quand on cherche l'eau, c'est la vie. Quand on voit des palmiers verts, on se dit tiens, il y a de l'eau. D'où le vert qui va être institué, le vert de l'islam triomphant. C'est ça, cette belle histoire. Ce 8 février 1250, à la 7e croisade, Saint-Louis est fait prisonnier par les Mamelouks et leur étendard vert. Donc le roi est rançonné, il est libéré. Alors il va courir voir le pape Innocent IV qui a payé quand même l'expédition. Il voudrait bien repartir, Saint-Louis. Alors les Mamelouks s'interrogent, ils lui racontent. Et comment s'opposer au vert de l'islam triomphant? Et on le voit ici, le vert de l'islam triomphant. Innocent IV, lui, le pape, c'est déjà quelqu'un qui est un Génois, il était à Gênes, il était ancien évêque de Gênes, je crois. Et c'est un fou des couleurs. Déjà en 1245, 5 ans avant, il avait fait du rouge la couleur des cardinaux. C'est un rouge très soutenu qu'on va appeler la pourpre cardinale. Donc c'est quelqu'un qui est ouvert à la couleur. C'est pas comme ça tombe pas du ciel, donc il y a quelque chose déjà chez cet homme, le pape veut tout de suite une couleur pour rivaliser avec le vert de l'islam triomphant. Il n'y a pas d'autre solution. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va demander autour de lui. Alors on lui dit, il y a à peu près 2 couleurs. Et la première, c'est il y a le blanc de Bernard de Clairvaux, l'instigateur des abbayes cisterciennes, à côté de chez moi, l'abbaye magnifique des cisterciens de La Flotte, dans l'île de Ré. Et donc Bernard de Clairvaux, qui est l'initiateur des abbayes cisterciennes, lui, il dit « je réserve la couleur aux enluminures ». Moi, il n'est pas question de « je suis partisan, je méprise la chose colorée, l'art est dépouillé et austère et doit être propice à la réflexion ».
me dit, oui, mais il y a le bleu de Sugère. Qu'est-ce que c'est Sugère? Il est mort, c'est déjà il y a quelques dizaines d'années. Mais qui c'était ce gars-là? Eh bien ce gars-là, Sugère, il était opposé à l'humilité de Bernard de Clairvaux. Quand il avait 28 ans, pardon, il était fou des couleurs. Et il était donc le curé de Saint-Denis, qui est l'abbaye royale. Et qu'est-ce qu'il fait? Un jour, une nuit, tout le monde est réveillé, on entend des grands coups de marteau dans l'abbaye. Le maître derrière le chœur, dans le mur de renfort, il est en train de faire un grand trou en haut. Alors tout le monde se précipite, on dit mais qu'est-ce que vous faites, Sugère? C'est fou, quoi. Il dit non, je vais créer la première rosace. Il n'y a pas de rosace. C'est lui qui va faire la première rosace, bien avant celle de Chartres, bien avant celle de Notre-Dame. Et donc il dit, par les vitraux, je veux que le soleil inonde le cœur, je veux qu'on puisse voir cette couleur, ce soleil. Et Sugère déclare, le Dieu des chrétiens est esprit de lumière, et il déclare la lumière bleue. Ce serait curieux parce qu'il aurait pu dire autre chose. Hein. Il aurait pu dire, comme les Romains, le ciel est rouge, la mer était noire, mais le ciel, pour les Romains, le ciel était rouge. Pour d'autres, il était orange. Et lui, le premier, il dit, le ciel, la lumière est bleue. Alors, très étrange, parce qu'on va voir sur la fin comment on retombe sur ça. Alors, le pape Innocent IV réfléchit et dit, dans l'art byzantin, depuis la nuit des temps, la Madone est représentée avec un manteau noir, signe de deuil face à la mort de son fils. Un manteau noir, ou gris ou marron, mais un manteau foncé, jamais bleu. On voit une Vierge Marie, la mère du silence, comme orthodoxe grec. Alors, Innocent IV va se rallier à l'esprit de Sugère et il va décréter le bleu marial, qui devient couleur de la chrétienté. Déjà, c'était dans l'esprit un petit peu avant, hein, il n'a pas tourné une page complète, mais les artistes, il va donc donner le départ pour les artistes qui vont représenter dorénavant la Vierge avec le manteau bleu, tout le temps bleu, jusqu'à maintenant. Mais le culte marial, depuis le début du Moyen-Âge, est donc en pleine expansion. On va revêtir la Madone d'un bleu coûteux, hein, le plus coûteux possible, le lapis lazuli ira racheter chaque fois. Alors, sur le plan des mentalités, au XIIIe siècle, c'est-à-dire à partir de cette bataille de Mansoura, en Europe, le bleu prend de l'importance. L'époque connaît un profond bouleversement avec l'abbé Sugère, vous comprenez pourquoi? Parce qu'il va influencer avec sa rosace, il va influencer maintenant toutes les bâtisses et toutes les cathédrales qui vont se construire dans le pays. La réhabilitation du bleu va s'affirmer, bien sûr, par les peintres, via la peinture où les ciels, auparavant de couleur or, rouge, noir ou blanc, vont devenir peu à peu bleus. Alors, nous dit Michel Pastoureau, le bleu, à partir de ce moment-là, va changer de statut sur le plan social. D'abord religieux, le bleu entre dans l'iconographie comme couleur du manteau de la Vierge. Ce bleu, peu à peu, rayonne dans la société et dans les vitraux, on l'a vu. Mais en fait, les raisons pour lesquelles ça se passe, c'est une révélation, ça relève plus de la dévotion que de la théologie. Il faut bien comprendre ça. C'est la dévotion, c'est-à-dire, c'est là où entre l'historien des mentalités, c'est-à-dire ce sont les hommes qui vont créer la dévotion. La dévotion, c'est le peuple, c'est des gens, voilà. Donc, la théologie, ce sont les prêtres, ce sont les hommes de l'Église qui vont donner justement les préceptes. Mais le bleu va venir
au-delà du peuple. Ce bleu va devenir partir de la dévotion. C'est très important, ça, parce qu'il ne faut pas faire fausse route. Mais par contre, on peut dire que toute cette histoire n'est pas due au hasard et remonte à l'Ancien Testament. Le bleu était déjà la couleur de la fidélité d'Israël au commandement de Dieu. Un tissu de couleur bleue recouvrait l'arche d'alliance, c'est-à-dire le trône visible du Dieu invisible. Donc déjà, c'était dans la notion. Donc au XIIIe siècle, Saint Louis ne va pas être en reste, il va créer le bleu roi à son tour, qui va devenir, ce bleu va devenir la couleur monarchique. Philippe Auguste, Saint Louis porte le bleu comme le seigneur de France. Et on voit très bien sur ce vitrail de la Sainte-Chapelle, on voit bien sûr Saint Louis revêtu d'un bleu roi et qui dit à son conseiller médiéval d'aller se rhabiller parce qu'il est en rouge. C'est le rouge des Romains, c'est le rouge de la puissance, c'est le rouge du père qui marie sa fille, c'est le rouge sang. Mais par contre, peu à peu, on se rend compte des couleurs il faut savoir que la Renaissance, c'est la civilisation des couleurs et des tissus. La civilisation du Moyen-Âge, le Moyen-Âge était la civilisation du bois, avec lequel on faisait les maisons, les ponts et tout, et puis qui servait à construire les cathédrales. Le Moyen-Âge, c'était la civilisation du bois, pas de la pierre, c'était du bois. Et là, on a la civilisation des couleurs et des tissus pour la Renaissance. Donc la couleur va devenir politique et sociétale. Au nom de l'esthétisme et de la mode, eh bien on a toutes les couleurs qui vont rentrer un petit peu, parce que, pour ne pas laisser le bleu tout seul, vous savez, Michel Pastoureau dit une couleur n'est jamais seule. Une couleur, elle vient toujours avec d'autres. Eh bien, on a ici le rose qui va rentrer à la cour de France. Alors, le rose rentre à la cour de France, vous voyez Henri IV, on va le voir. Le rose vient du rouge viril. Dans les tableaux qui représentent justement des guerriers de l'époque du Moyen-Âge, eh bien on a des choses, des pas de choses qui sont roses. Alors ce sont des guerriers. Mais le rose est issu du rouge viril. Tandis que le bleu, avec cette histoire bleu marial, le bleu va devenir féminin. C'est que beaucoup plus tard, à la fin de tout ça, jusqu'à la Révolution, où là, le bleu va devenir masculin et le rose va devenir féminin. Au départ, c'est tout l'inverse. On a le noir qui va siéger à la cour d'Espagne, on le voit, et du Pays-Bas. Mais par superstition, le vert est tabou au théâtre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de mélanger, etc. Et donc ce vert, comme on ne peut pas le mélanger, eh bien au théâtre, on est obligé devant Molière, devant Louis XIV, on est obligé de prendre des vers qui sont issus de la nature. Mais ces vers issus de la nature, on a vu, c'est ce qu'on appelle, ce que les dames, les femmes appellent le petit teint. C'est pas du grand teint, c'est le petit teint qui part au lavage, qui part tout ça. Donc on ne va pas utiliser pour faire des costumes de théâtre. On va aller chercher beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on va chercher ici? On n'a pas du poireau, de l'oseille, des choses comme ça. On va chercher autre chose. À ce moment-là, on va chercher les oxydes, qui sont des poisons. Et on a l'oxyde de cuivre, dont on va faire le costume d'Alceste. Et paraît-il, Molière et cette troupe, en prenant des vêtements avec du poison, ils se sont empoisonnés et il est mort empoisonné. On a donc les artistes, alors je donne avec toutes les réserves bien sûr, mais ce vers, c'est ce qui explique pourquoi dans les théâtres le vers est prohibé, le vers porte malheur. Voilà le théâtre de Molière. Tiré du rouge viril, le rose des chevaliers est masculin. On voit ici le portrait d'Henri IV, on ne peut pas taxer justement. Donc il y a justement ce rose issu du rouge viril.
C'est dans l'entrée du musée de Rouen, vous allez voir. Donc ce bleu devient féminin. La Vierge est maintenant en bleu, et ce bleu marial est en vogue, et les maîtres verriers mettent au point le bleu de Chartres pour les vitraux, au ton éblouissant avec le smalt et avec le cobalt. D'accord? Mais c'est une folie, c'est la folie du bleu, au point que on va déclencher une guerre des couleurs. Il y a une guerre des couleurs qui se passe justement au XVIe siècle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, à Amiens, à Rennes, par exemple, les teinturiers du rouge, bien sûr qui maintenant ne font plus rien, puisque les manteaux des rois sont plus rouges, ils sont bleus. Et le peuple réclame des vêtements bleus, et les teinturiers du rouge, c'est-à-dire du rouge Garance, avec la racine de Garance, vous voyez, c'est toujours végétal. Le rouge avec la racine de Garance, le bleu avec les feuilles. Et on a, voilà. Et donc les teinturiers du rouge vont se révolter contre les teinturiers du bleu, et des conflits vont éclater avec les drapiers, les tisserands, les tanneurs, enfin tous les gars qui sont dans la course. Alors, concrètement, les croyances deviennent des enjeux de société. Alors bien sûr, les teinturiers du rouge vont payer des maîtres verriers pour représenter le diable en bleu à Amiens, à Rennes, parce que c'est ça la communication. Aujourd'hui, on prendrait BFM TV ou des choses comme ça. Là, c'est beaucoup plus simple parce que ça, tout le monde le voit. Puis un vitrail, c'est comme le nez au milieu de la figure. Un beau vitrail avec un beau diable bleu, c'est parlant. Et les gens se disent, mais peut-être que le diable est bleu. Alors pour pas être en reste, bien sûr, alors le teinturier du rouge, vous voyez, là ici, à l'église Saint-Germain de Rennes, vous avez un beau diable en bleu. Et puis, bien sûr, les teinturiers du bleu vont pas être en reste. Donc en réponse, eh bien, les teinturiers du bleu, ils commandent des vitraux au maître verrier pour représenter, bien sûr, le diable en rouge. C'est un enjeu de société colossal. Et donc, à la cathédrale Sainte-Cécile, bien sûr, d'Albi, les teinturiers du bleu voient, bien sûr, le diable en rouge dans cette fresque, dans le cœur. On voit dans cette fresque du jugement dernier, eh bien, bien sûr, à Albi, c'est là où on fait tout le bleu pastel. Donc on voit le diable en rouge de honte et de colère, vous entendez à Notre-Dame de la Belvédère à la cathédrale de Chartres. Donc ce bleu féminin va détrôner le rouge masculin. Alors c'est le bleu des vitraux, mais il n'y a toujours pas de bleu pour teindre les tissus. C'est ça le problème. Les teinturiers vont chercher un bleu, et finalement ils vont le trouver à Bayeux, en Normandie, qui s'appelle la Fouette, en Normandie, et puis c'est le même, c'est la guêpe de Picardie. Alors c'est une plante rare, c'est pas l'Indigofera clactoria des Indes, l'Indigofera suffeticosa d'Amérique, c'est l'Indigofera, c'est donc de la guêpe, une plante qui est dont la charte tinctoriale est dans la feuille. C'est l'Isatis tinctoria, qui est donc une feuille, petite plante, d'un mètre de haut, pas plus. Et qui fait partie des mauvaises herbes qui poussent un peu partout en Europe, en France. Voilà, c'est ça, en fait. Et cette plante sert à donner à manger au bétail. Et donc, les teinturiers s'aperçoivent que les fils bleus qui sont teints dans la tapisserie de Bayeux pour représenter le cheval bleu de l'évêque Odon, qui date de 1050, 1080, et donc est fait justement avec ces fils de ces plantes que l'on a trouvées dans la nature et dont on a fait des décoctions. Et donc c'est très compliqué à faire, mais il le faut. Et tout d'un coup, on est au tiers de la guerre de 100 ans. En 1430, les Anglais attaquent, chassent les Picards qui vont du côté de Thuringe en Allemagne, et chassent les Normands qui vont, tout droit, ils ne peuvent pas aller en Bourgogne parce que leurs lignons sont alliés avec les Anglais, ils butent sur le Massif central, ils ne peuvent pas aller à droite sur la Bretagne, l'Inde de Bretagne a décrété l'indépendance de la
Donc ils vont longer le Massif central et donc en exil, ils descendent jusqu'à Toulouse. Toulouse, c'est pas la Normandie, il fait très chaud, il fait très... c'est pauvre, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de verre. Il y a un pont qui traverse la Garonne, des mal entretenus, donc ils poussent un peu plus loin, ils sortent de Toulouse, ils vont un peu plus loin. Et là, il y a des estafettes qui reviennent, ils disent attention, vous avez des montagnes, vous ne pouvez pas aller plus loin, il y a les Pyrénées un peu plus loin, donc on va poser bagage, ils vont poser bagage à la sortie de Toulouse dans le Lauragais, dans une triangulation entre Toulouse, Albi et Carcassonne. Et là, ils posent leur bagage et ils se rendent compte que il y a donc de cette fouette, de cette guêde, cette herbe qui pousse en abondance un peu partout. Donc ils la récoltent, ils l'arrachent, ils en font un carré, ils font un champ, ils font 10 champs, et ils se rendent compte qu'ils peuvent faire ce qu'ils faisaient en Normandie, et ils peuvent à ce moment-là faire du bleu. Et bien sûr, ils vont se faire aider des Occidentaux, des gars du coin. Mais ils ne parlent pas la même langue, on est dans la langue d'Oï en haut et en bas, et à Toulouse on est dans la langue d'Oc. Et donc quand on leur dit que ce qu'ils font, ça c'est de la vouette, ils ne peuvent pas prononcer la vouette. Alors ils disent pâte, ils disent pâte, pasta, pastel. C'est comme ça que le mot pastel va arriver, dérivé de pâte, pasta, pastel. Ce pastel est bien sûr plus cher que l'or que la truffe du Périgord, puisque tout le monde en veut en Europe. Ça se dit qu'à Toulouse, il y a justement, donc il est le seul capable de dire peindre un tissu en bleu. Pour faire court, les Toulousains, les grandes maisons, les grandes familles de Toulouse vont s'intéresser à ça. Ils vont organiser le travail avec les paysans, pour le Lauragais, ils vont produire. Et le tout, c'est qu'on se rend compte qu'avec la découverte 1480 et quelques, on a découvert l'Amérique, on va aller aux Indes, et donc le centre du monde n'est plus la Méditerranée des Romains, mais par contre, centre économique, c'est la mer du Nord, avec Bruges, la Flandre espagnole, avec Bruges, avec Anvers. Donc l'enjeu, c'est d'emmener ce pastel qui est produit à Toulouse jusqu'à Anvers. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas le faire ailleurs? Parce qu'ils se rendent compte qu'à Toulouse, grâce au soleil et à l'ensoleillement, ils font jusqu'à 5 fois plus, 5 récoltes par an, alors qu'ils en faisaient qu'une en Normandie. J'ai été demandé à faire une expertise pour savoir si un tableau flamand, je ne sais plus lequel c'était, il y avait un bleu, donc on voulait savoir si la peinture était fausse, si c'était faux ou vrai. Et les experts étaient très ennuyés. Et je me suis permis de leur dire, mais un truc simple, si vous grattez un peu le bleu, faites une analyse, si vous voyez que dans le bleu il y a un peu de gris, ça veut dire qu'il a été fabriqué hors soleil en Normandie, parce que les gens, les peintres du Pays-Bas, venaient en Normandie chercher leur bleu. Par contre, si vous, dans ce bleu, vous voyez qu'il est flamboyant, qu'il est plein de soleil et tout, c'est un bleu qui vient du sud, qui vient de Toulouse. C'est un faux. C'est tout simple. Et donc, c'est comme ça qu'on a résolu des problèmes sur juste à faire une appréciation. Et donc voilà comment se faisaient justement les enfants étaient ce qu'on appelle les leveurs. Et donc, pour pouvoir fixer ce bleu, alors c'était très long, il mettait 1 an pour le faire, il faisait des boules il faisait macérer, broyer la feuille, il fallait la faire macérer avec justement de l'ammoniac, et donc c'est avec l'urine, c'est très important avec l'urine, parce que c'est ce qui sert à fixer justement la couleur. On voit des boules de cocagne, que l'on appelle de la grana, donc ça part comme ça en voyage. Et le teinturier, lui, il le prend, il l'éclate et il le met dans l'eau, et ça fait à ce moment-là la couleur qu'il va pouvoir teindre. Donc le centre du monde, on a dit, parce que la Méditerranée au bout de l'Escaut, l'enjeu économique est considérable. Il faut transporter le pastel de Toulouse à Anvers via les ports de Bordeaux et La Rochelle, en remontant bien sûr
Garonne, de Toulouse à Bordeaux. Hein. Et puis ensuite, il faut prendre... alors on va demander à des gens de Pinmar, vous avez la Bretagne comme ça, juste en dessous, c'est Pinmar. 10 000 habitants, 9 pêcheries, ils ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb en allant chercher la morue à Terre-Neuve. Quand ils reviennent à Terre-Neuve, ils font sécher dans les 9 pêcheries, il y a des pêcheries qui font sécher avec le sel de Guérande la morue sur le bord de Pinmar. Et donc ils vont la vendre en descendant sur la Vendée, sur Nantes, sur la Vendée, sur La Rochelle, sur Bayonne, toute la côte, et ils vont vendre au moment de Pâques, ils vont vendre cette morue séchée. Et ils appellent la morue la viande de carême. Je ne veux pas de dessin, ça se comprend tout seul. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent. Donc ils ont quand même des astuces marketing qui sont assez incroyables. On pourrait quand même revendiquer aujourd'hui. Voilà, donc cet âge d'or du pastel va durer 2 siècles. Donc rapidement, voilà, l'enjeu c'est là, c'est l'emploi de la Lune, ici. Les gens, les marins viennent un peu de partout, de la côte. Ils sont engagés à Bordeaux et ils vont aller sur des bateaux qui font 13 mètres de long. Ils sont 15 hommes d'équipage. Vous voyez des petites des embarcations comme ça avec 1 ou 2 mâts, qu'on appelle la carvelle, qui est plus ronde que la caravelle des Portugais. Et donc, voilà ce que ça donnait. Donc, c'est sur cette période. Là, on est sur La Rochelle. Donc, les marins échangent le pastel sur les bateaux contre des vivres. Les volets des maisons des îles de l'Atlantique se couvrent aussitôt de bleu. Aujourd'hui, on a des noms de lieux-dits en Bretagne qui portent des noms tout à fait incroyables, comme le Poulcode en breton veut dire l'endroit où macère le pastel. On a d'autres mots comme l'Estambek, c'est la cuve où stocke le pastel. Poulglace, c'est la marque où se fabrique le bleu. Et glace en breton veut dire bleu comme la mer. Vous voyez, on a des preuves par le langage, par la langue, on a des preuves qu'en fait le bleu est bien sûr passé par là, et c'est le pastel. Alors moi, quand j'ai téléphoné aux Bretons pour leur dire, mais vous pouvez me raconter un petit peu d'où vient le pastel? Ah, ils m'ont dit, mais rien de chez nous. On fait, tous les ans, on fait des expositions de pastel. Bon, j'ai dit, ça va, on discutera avec les Bretons, c'est pas le moment. Et donc, voilà, on voit que tous les volets donc, sont bleus, ce qui explique pourquoi dans toutes les îles de l'Atlantique, les volets sont bleus. Alors, sauf l'île de Ré où les volets sont verts. Alors, on en revient à ce que je vous disais au début. Pourquoi c'est vert? Tout simplement parce que, voilà, ils ont pris le cuivre un petit peu comme les Égyptiens, voilà, ou un peu comme Molière. Voilà, ce bleu-là qui sert à faire justement le... Donc, le tout, c'est d'arriver à Anvers. Ils vont à Anvers, c'est le centre économique, c'est le centre du monde économique. Mais en juillet 1562, donc un siècle et demi plus tard, c'est la catastrophe. 3 années de suite, il pleut des cordes dans le Lauragais, le pastel pourri, mais les paysans se donnent compte ils envoient quand même. Alors là, le cours de la bourse s'effondre, le pastel n'est plus en honneur de sainteté, l'indigo d'Amérique supplante le pastel, et c'est l'indigo Ferra Sulfiticosa qui va le remplacer, jusqu'au jour où les Portugais, qui se désengagent des Indes au bénéfice des Hollandais, donc vont réalimenter un petit peu la Nile, l'indigo des Indes qu'on a toujours aujourd'hui. C'est le bleu qu'on a au jour d'aujourd'hui, pour répondre à des questions qui vont venir, c'est que aujourd'hui c'est du bleu. On a à peu près 800 kg de bleu qui arrivent des Indes qui sont sur Rochefort pour pouvoir faire dans les maisons de luxe de parfums et de cosmétiques, tout simplement parce qu'il y a des allergies avec ces bleus artificiels issus de la chimie. Voilà, on a les rouges à lèvres, on a des bleus pour les vêtements qui sont à même de la peau.
jusqu'au jour où on a donc le pape Alexandre VI, qui est un Borgien, va décréter justement la séparation du monde entre, de ce qu'il connaît, entre le pôle Nord, il fait un trait entre le pôle Nord et le pôle Sud, et il fait un grand trait. Bon. Et ce grand trait, il dit ça, c'est pour les Espagnols, c'est l'Amérique, et de ce côté-là, c'est les Portugais, comme ça vous ne ferez pas la guerre. Mais comme le Portugal est pris son indépendance des Espagnols, ils avaient chassé, les deux, ils avaient chassé quand même les Arabes le long de la côte africaine. Et Alexandre VI il dit aux Portugais, à vous de les chasser, ils sont en train d'islamiser l'Afrique, il n'en est pas question, et je vous donne l'ordre d'aller aux Indes par justement l'Afrique. Et il a demandé à Christophe Colomb justement d'aller sur l'Amérique pour passer en... C'est pour ça qu'on appelle les Indes occidentales, la Martinique et la Guadeloupe. Sauf que ils font le traité de Tordesillas en 1494, sauf que ils vont découvrir le Brésil quelques années plus tard, et en se rendant compte que le trait passe justement, ils ne pensaient pas qu'il y avait quelque chose. Et quand ils vont découvrir ça, et bien comme c'est du côté portugais, c'est ce qui explique pourquoi le Brésil parle portugais. Alors que tout le reste de l'Amérique parle espagnol, parce que c'est du côté espagnol. Vous voyez comme quoi c'est une explication à tout. Donc rapidement, au XVe siècle, le bleu devient une couleur morale. À la suite de tout ça, les lois somptuaires prolifèrent. Alors les lois somptuaires, il y a une exagération avec toutes les couleurs, notamment sur Venise. C'est à qui il y aura une gondole flamboyante de toutes les couleurs, et le Doge, il dit que c'est pas possible, les femmes sont parées avec des parures, des coiffures, et donc ils vont décréter que ce soit Venise, que ce soit Padoue, que ce soit Gênes, partout, la France, l'Angleterre, l'Espagne, il va y avoir des lois somptuaires qui vont arriver et qui vont interdire, qui vont réglementer les vêtements, en gros. Et donc ces lois somptuaires régissent entre autres le vêtement, et ils vont... il y a donc des couleurs qui sont interdites. Voilà, c'est comme ça que je suis en peine. Voilà, si vous voulez changer. Non, je vais passer ici, ce sera plus simple. Donc on a donc les teinturiers du bleu qui vont donc le bleu va triompher au XVIIIe siècle, hein, il devient une couleur morale, il est à la mode et elle s'impose en politique, en sport, en armée, jusqu'au jour où il y a un pharmacien de Berlin qui invente le bleu de Prusse en 1850. Donc en 1850, le bleu était son apogée grâce au jean de Lévi-Strauss. Tout simplement, on est passé sur une cassure, c'est-à-dire c'était la Révolution française. Au moment de la Révolution, il n'était plus question, jusqu'alors, avec les préceptes de Tertullien notamment, on était bien sûr avec des couleurs naturelles, issues de la nature. À partir de... tout va voler en éclats avec la Révolution française. Et c'est là où justement il y a le pharmacien de Berlin qui va donc inventer le bleu de Prusse. C'est un pharmacien mais qui en fait va... Ce pharmacien
va jouer avec de la potasse et tout, c'est par accident qu'il va y avoir plus. Mais ça va être le lancement justement de toute cette chimie et qui va devenir beaucoup plus importante de jour en jour. Dès lors, et donc le bleu est à son apogée grâce au jean de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss qui est un petit couturier de New York à qui on demande les gens du Grand Nord dans les forêts, les bûcherons veulent des tissus qui résistent à l'eau, qui soient un peu imperméables. Et comme Lévi-Strauss il a un stock de toiles de tente de l'armée, il va tailler des tissus pour les bûcherons et ces tissus vont faire fureur. Donc on lui en demande. Et le problème c'est qu'il ne sait pas où aller. Et on lui dit, mais il peut y avoir du côté de Gênes des gens il y a une famille native de Nîmes qui sont des anciens soigneux et qui ont fait des toiles de Gênes. Et ces toiles, justement, étaient imperméables. Donc il va demander aux Génois de lui fournir ces toiles. Donc quand elles arrivent à New York, ces toiles bleues sont des bleus de Gênes. Blue Genova, Blue Jean. C'est le bleu de Gênes. Voilà. Au départ, c'est bien sûr. Donc ce bleu va devenir très connu, la politique se mondialise, la politique du bleu se mondialise en couleur, c'est de la paix, de la détente, l'ONU, l'Europe, côté vestimentaire, le noir se transforme en bleu marine vers 1930, sur les uniformes, les marins, les policiers, les pompiers, les facteurs et le bleu civil imposent le jean, parce que le jean devient un vêtement sage plus que rebelle. Au départ, il était plutôt rebelle. Plus près de nous, en 1955, devant le bleu de Giotto, Yves Klein hurle le bleu n'a pas de mesure, il est hors dimension. Quand il est dans cette chapelle de l'Arena à Padoue, la chapelle des Scrolls. Ainsi, en 1972, Julia Kristeva, qui est décédée il y a quelque temps, qui est une de nos voisines à l'île de Ré, et donc qui écrivait « Le bleu du lapis lazuli de la chapelle Arena est une expression de joie, la joie de peindre, la joie de voir, le bonheur de la couleur pure. » Et elle va appeler ce bleu la joie de Giotto. Ce Giotto qui donc a été peint, ce ciel a été peint en 1302 et 1303. Donc, pour revenir une dernière fois sur le bleu marial, on peut dire aujourd'hui que c'est la seule couleur qui représentant un privilège liturgique. C'est une couleur qui représente un privilège liturgique. Car son usage n'a été autorisé par le Concile de Trente qu'au pays, le Portugal, à l'Espagne, à la Bavière, à certaines églises de Naples et à l'ordre des franciscains en raison de leur défense historique du dogme marial. C'est quelque chose qui est peu connu. Ce privilège court toujours aujourd'hui. C'est ça l'histoire de ce bleu marial. Donc ce bleu va devenir la couleur préférée de l'Occident, devant les autres couleurs, le vert, le rouge, le jaune. Les Européens vont adopter le bleu pour leur drapeau. Le bleu va donc évoquer désormais un ciel, le ciel, un lieu profane où le sacré se dérobe. Aujourd'hui, le mieux passé de l'ère des pigments naturels à l'ère de la chimie et des natures artificielles. En 1990, Laurence Herbert invente le Pantone. Dans les ordinateurs, l'imprimerie, la couleur s'obtient grâce aux pixels. 800 couleurs, plus que l'œil ne peut en percevoir. Vous voyez, c'est intéressant ça, parce que quand vous avez un imprimeur qui est à Orléans,
le donneur d'ordre est à Londres et le photographe qui se trouve aux Maldives, pour faire un dépliant publicitaire avec quel bleu il faut donner à la mer, eh bien il donne un numéro de pixels, un numéro sur le nuancier, il va tout de suite avoir la couleur qu'il faut. Donc on peut dire que l'homme s'affranchit de la nature. Ainsi, le microscope électronique va bouleverser la notion de couleur. La lumière a une longueur d'onde qui détermine la couleur. Le papillon morpho-bleu va enfin livrer son secret. Vous savez, le papillon qu'on a vu tout à fait au début, ce papillon bleu. C'est tout à fait extraordinaire, ce papillon bleu. Alors, on a ce microscope électronique, mais il y a à peu près 10 ans, 10-12 ans maintenant, on a inventé un nouveau microscope que l'on appelle le microscope de force atomique. Et ce microscope de force atomique peut rentrer justement dans les nanomètres. Le nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Le nanomètre, 1 milliardième de mètre. Et avec ce qu'on ne pouvait pas découvrir avec le microscope électronique, on va pouvoir enfin, avec ce microscope à force atomique, eh bien, calculer la distance entre les lignes des ailes de ce papillon qui correspond à une longueur d'onde de la lumière, c'est-à-dire 480 nanomètres. Alors qu'est-ce que ça veut dire 480 nanomètres? C'est infiniment petit. Ça veut dire que tout simplement, s'il était à 300 nanomètres, eh bien, le papillon serait vert. S'il était à 900 nanomètres, il serait rouge, orangé, ou jaune. Il est à 480 du bleu. La nature a ainsi fait. Voilà. Et donc ça, c'est très, très important. L'aile du papillon est dépourvue de pigments, de couleurs comme nous l'entendons. Le papillon morpho joue dans le soleil en projetant la lumière bleue. Mais vous allez me dire, attendez, il y a du bleu sur les ailes, mais autour, c'est noir. Qu'est-ce que c'est que cette couleur-là? Eh bien, tout simplement, on va appeler le bleu une couleur physique, puisque c'est la lumière qui fait la couleur. Bien entendu, le noir aussi, la lumière fait la couleur, parce que si on éteint la lumière, il n'y a plus de noir. Il n'y a plus de couleur. Par contre, c'est une couleur physique, c'est une couleur chimique, le noir. C'est des pigments. Donc ce papillon morpho-bleu, il a à la fois du physique, une couleur physique et une couleur chimique. Ça, c'est tout à fait extraordinaire, on l'a découvert. Voilà, la crête ici. Donc finalement, comme le papillon morpho, la lumière révélera la couleur, demain le maquillage sera le préambule des teintes du futur, selon la structure, le cosmétique relèvera une couleur, les vêtements, la peinture, les appartements changeront de couleur. À la pointe du progrès, les chercheurs japonais ont déjà inventé des robes dont le tissu changeait de la nuance. Moi, c'est un petit boîtier électrique. J'ai vu la tête ça n'avait pas très bien marché, la tête du mannequin. Juste après, c'était pas terrible. Donc la couleur ne sera plus demain avec les pigments, la couleur ne sera plus avec des minéraux, la couleur ne sera plus avec la chimie, la couleur se fera de plus en plus avec la lumière. On téléchargera une couleur de la même manière qu'on télécharge de la musique sur son iPhone. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très dense et érudit. Alors, on a l'habitude de poser des questions à partir de maintenant, et on fait aussi une petite quête, comme d'habitude. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais simplement un éclairage sur le bleu de chat. On est passé rapidement dessus. Il est confectionné comment? Alors, j'ai parlé tout à l'heure du bleu de chat. Le bleu de chat, c'est du sphalte, c'est-à-dire c'est un petit peu comme il y a de la potasse dedans, mais c'est un peu comme le cobalt. Hein. C'est le même principe. Il faut savoir que le bleu de Chartres n'est pas forcément de Chartres. C'est un petit peu comme le melon charentais. Hein. Le melon charentais, il est cultivé à Agen, à Marmande, et donc c'est assez. Le bleu de Chartres, c'est bien entendu, on le voit dans l'église de la cathédrale de Chartres. Mais c'est une image que l'on a de la Renaissance, et
Et c'est une des plus belles images que l'on a du bleu de Chartres, c'est ça. Donc c'est à la fois formidable, mais en même temps, idéologiquement, c'est pas forcément attaché à Chartres. Oui, bonsoir. Je voulais vous poser la question suivante. Il paraît que pendant un moment, le bleu des vitraux était... Enfin, moi, il est retrouvé par un certain bleu des vitraux, parce qu'il paraît que ça se passait de père en fils, les couleurs, justement. Et pendant un moment, alors je ne sais pas de quel bleu il s'agissait. Alors, il y a eu un petit moment, effectivement, où il y a eu un vide entre le savoir-faire. C'est là où on a fait appel. Des espions sont allés à Murano. Et on soudoyait justement des maîtres verriers de Murano pour venir en France. Et un petit peu à la Poutine, entre guillemets, les Vénitiens ont été donc suivis par des espions vénitiens et ils ont été tués les uns après les autres dans les mois qui ont suivi, quand ils travaillaient pour les Français. Et donc sur les lieux de travail, ils ont été assassinés parce que les Vénitiens, Jean de Murano, voulaient garder absolument le secret. Voilà. Mais ils ont eu le temps de transmettre ce qu'il fallait et on a pu, pour répondre à la question, ce vide a été comblé. Mais c'était le moment où justement Murano est intervenu et voilà. Oui. D'autres questions? Pas d'autres questions? Moi, c'était surtout pour savoir du coup comment et pourquoi, comme vous l'avez montré là, à un moment donné, les hommes avaient la couleur du rose viril et on parlait du bleu féminin. Et du coup, pourquoi il y a eu un changement du coup? C'est quoi la raison qui a fait que maintenant on considère que les garçons c'est bleu, les filles c'est rose? C'est la population. À un moment donné, il y a eu un renversement des valeurs. Newton, tout à fait à la sortie du Moyen-Âge, à la sortie de la Renaissance, eh bien, on a repris les valeurs que l'on a aujourd'hui. Et ils ont considéré que cette couleur tendre n'était pas... donc, petit à petit, c'est devenu le rose des filles et le bleu des garçons. Mais c'est arrivé très tardivement. Fin 17e, 18e siècle. Et donc on a changé les couleurs. Mais à l'origine, le rose venait du rouge viril, donc qui était attribué aux hommes, des bleus de choses des chevaliers. On voit sur les tableaux, dans les musées, vous avez des bleus de choses, des bas de choses qui sont roses, et vous avez comme dans l'entrée du musée de Pau, Henri IV, qui a une armure et qui arbore un rose tout à fait viril. Donc c'est, vous voyez, début 17e. Donc à partir de là, fin 17e, début 18e, on va changer les couleurs. Il y a un changement. C'est la Révolution, ça c'est avec la Révolution française, on a changé tout, mais c'est la population qui décide. Il n'y a pas eu une autorité verticale, c'était la population qui a décidé que finalement les maires ont décidé qu'ils allaient mettre un rose tendre pour les filles et puis le bleu pour les garçons. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez creusé trop la question des couleurs liturgiques. En Occident, on a des couleurs assez précises. Vous avez souligné que le bleu était une couleur liturgique très particulière parce que réservée que pour certains pays et pour les franciscains, même si on prend quelques libertés là-dessus aujourd'hui. Pourquoi finalement le bleu s'est pas plus imposé? Parce que vous semblez dire que le bleu a surpassé un peu les autres couleurs à un moment. Or, en liturgie, de fait, le vert est dominant, le rouge est dominant, le blanc est doré, mais pas le bleu. Voilà. Alors, ça date au moment de la guerre de religion entre les protestants et les catholiques. Et donc, il en est sorti de cette lutte, on voit justement, qu'on a vu tout à l'heure, pour réglementer les vêtements, mais on a pris exemple, notamment ce qui s'est imposé, c'est la vision protestante du bleu. Les couleurs
retenues par les protestants, ce sont des couleurs douces, tendres, les pastels, des choses comme ça, surtout pas les couleurs violentes. Les protestants avaient donc horreur du vert, du rouge, du jaune, et le bleu faisait exception, c'est une couleur un peu neutre. Voilà. Et donc, dans cette foulée-là, il y a eu un accord, finalement, avec les catholiques, qui ont repris justement cette notion de bleu, qui s'est imposée, mais dans la douceur, sans vraiment s'imposer. Il est rentré par la petite porte, par la fenêtre, comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est ce qui explique qu'il n'y a pas eu de violence. Mais le bleu en soi ne porte pas de violence. Le rouge, le jaune, le vert, oui. Le noir. Voilà. D'autres questions? Est-ce possible que vous fassiez le lien pour les bleus de Chartres entre le cobalt, qui n'est pas forcément de Chartres, et les maîtres vitriers qui disent qu'ils ont le secret des bleus de Chartres? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, le lien entre simplement un cobalt et qu'on puisse dire, quand on va à Chartres, qu'il y a des maîtres vitriers dans la famille Loire qui détient les secrets. Ben, le lien qu'il y a entre le bleu de Chartres et le cobalt, en fait, le bleu de Chartres, c'est du smalt aussi. Hein, c'est plutôt du smalt. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de potasse. C'était parti d'Allemagne. Hein, donc il y a une. Voilà. Les bleus de Chartres, en fait, ce sont des maîtres verriers qui ont mis au point un bleu dont ils ont gardé longtemps un secret et qu'ils ont divulgué dans tout. Ils ont essaimé ça dans tout le pays. Ils ont appelé ça le bleu de Chartres. C'est ça. Et donc, le bleu de Chartres n'est pas uniquement de Chartres. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, le melon charentais. Le melon charentais, il n'a de charentais que le nom. Et il est fait à Marmont. Voilà. Donc, le bleu de Chartres est un secret de confection des bleus qui a été repris un petit peu à l'exemple des Vénitiens, des gens de Murano. Hein, voilà. Donc il faut savoir, là on n'a pas eu le temps de s'étendre et tout, c'est dans le large contexte des azulejos et les azuleros du Portugal et d'Espagne. C'est-à-dire des bleus qui ne sont pas pour teindre, ce sont des bleus qui sont des bleus de vitraux, des bleus de céramique. Voilà. Et que pensez-vous que la Sainte Vierge Marie à Lourdes apparaisse avec une ceinture bleue et ça vient directement du ciel? Oui, j'en pense rien, j'en pense que rien. Hein, ce bleu, depuis une heure, c'est ce que je dis, ce bleu... C'était la tenue des religieuses. Et pour ne pas effrayer la tête, la Vierge a repris la même tenue que les religieuses. Ben voilà. Tout simplement. Tout simplement. Les religieuses ont eu une ceinture verte, une ceinture verte. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain qu'il y ait une ceinture verte. Tout à fait. Ben, le bleu, c'est le bleu marial. C'est la couleur magique. Ça aurait fait des œuvres de ceinture verte. Après, ce qu'on connaît sur le vert, encore. Par exemple, le vert, je vous dis juste un truc sur le vert, par exemple. Quand le verre il servait à faire notamment, alors pourquoi le verre? Parce que la connotation c'est une couleur qui passe, comme la jeunesse et comme la chance. C'est pour ça que on dit que c'est le verre galant parce que c'est la jeunesse mais ça passe et ça ne dure pas. Et la chance, ça ne dure pas. C'est pour ça qu'il y a les tapis verts des jeux. Les tapis des jeux de la casino et tout ça. Et le verre, bien sûr, il fallait prendre des couleurs naturelles, donc on faisait notamment du papier avec le verre de décoction de poireaux, de cerfeuil, des choses comme ça, et puis de l'oseille. Et donc dans les moulins à papier, par exemple, du côté d'Angoulême, pour faire on faisait des billets, et on faisait des billets avec de l'oseille double
l'expression de billet vert, faire de l'oseille, c'est ça. Ça vient de là l'expression. Faire de l'oseille, c'est faire du billet vert. Voilà. Merci encore. Vous avez compte où ça mène, tout ça? Eh oui. Y a-t-il d'autres questions? Non? Allez-y. Bon, on va s'arrêter là. Merci encore. Et vous n'avez pas posé de questions? Vous n'avez pas posé de questions? Si, je vous ai posé la question sur le chat tout à l'heure, vous m'avez répondu. Oui. Non? Il n'y a rien? Laquelle? Je sais pas. Ah, parce que j'en avais une dans la tête, non? Ah? Quelle est la question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez bien vu y répondre? Je sais pas. On a pas mal balayé quand même le sujet. Ouais. Bon, on va vous laisser dédicacer vos livres, pour ceux qui seraient intéressés. Ok? Très bien. Merci. Merci.